Bienvenue à la 4e conférence de cette première journée du salon Imotech PropTech Expo 2024. Donc, un panel qui va porter sur la problématique de la ville durable à travers le regard de la qualité d'usage des espaces et qu'est-ce que c'est comme enjeu, comme démarche à adopter dans le développement de notre pays au Maroc. Bien sûr, la question peut se poser pour tout le reste du continent et même d'autres continents du monde. Les enjeux de développement durable appliqués à la ville durable sont multiples et importants, et je pense qu'on peut s'inspirer des objectifs de développement durable 2030 des Nations Unies pour intégrer des aspects liés aux ressources, aux aspects liés à l'emploi, l'aspect social, l'équité, la paix, les communautés, la collaboration entre les communautés. Donc aujourd'hui, pour aborder cette question, ville durable et qualité d'usage, quel espace et des espaces, quel enjeu pour le Maroc? J'ai avec moi Madame Annie Loisy, urbaniste, et géographe et environnementaliste, également référente HQE Aménagement et HQE Infrastructure, et consultante bilan carbone formée par l'ABC, l'Association Bilan Carbone en France, après que l'ADEME portait cette mission dans le passé. C'est ça? Très bien. Également avec nous, M. Mourad Boujnen, donc directeur stratégie et montage au sein de l'agence d'urbanisme et de développement de l'ODA et de la zone Casa Anfa. Et M. Saifeddine Boudaya, directeur des opérations, également stratégie chez Mediterranea Capital Partners. Donc, pour commencer, aujourd'hui, plusieurs villes sont en cours de développement au Maroc, notamment Casa Anfa, à l'Oda, mais le Maroc avait lancé déjà 5 villes il y a quelques années, peut-être même plus, Kriaïta, Tamsalt, Tamsna et d'autres villes qui ont été lancées par l'État à travers son bras immobilier Al Oman. Et aujourd'hui, on voit des villes telles que Znata, telles que Casa Anfa, telles que également Ben Guedir. Il y a aussi des villes à Ben Guedir qui se développent, le sud du Maroc, Al Ayoun, Dakhla et autres. Et donc, des stratégies de développement des villes au Maroc dans différentes zones pour répondre aux besoins de la population, aux besoins de démographie et de l'amélioration le cadre de vie de nos concitoyens, est un enjeu important que Sa Majesté le Roi a rappelé dans plusieurs discours auprès de la population et également auprès des pouvoirs publics. Alors, pour déjà démystifier cette question, je laisse notre collègue Annie Loisy nous expliquer. Donc, Annie, en tant qu'urbaniste environnementaliste, est-ce que tu pourrais nous résumer ou nous décrypter les enjeux de la ville durable au Maroc? Merci pour cette introduction. Donc je vous propose d'introduire le sujet. Parler de ville durable, je vous propose de parler de ville intégrée, donc d'une ville qui intègre un ensemble d'enjeux de la durabilité, selon les 3 piliers que l'on connaît bien, d'économie, du social et de l'environnement. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Pour aborder le sujet de la qualité d'usage et des espaces, ce que je vous propose, c'est de penser aux mobilités. Quand on pense aux mobilités, qu'elles soient actives ou qu'il s'agisse des transports en commun ou d'autres modes de transport, ça nous permet d'aborder le caractère inclusif, aussi bien des espaces extérieurs qu'intérieurs, aussi bien du linéaire que des surfaces dans les villes. Et ça va nous permettre de joindre toutes les échelles de la question les uns après les autres.
Donc, tu as abordé aussi les objectifs de développement durable de l'ONU. Alors, l'objectif global dans le secteur de l'immobilier, c'est le net zéro 2050, donc de parvenir à compenser, à puiser les émissions irréductibles qui sont produites par l'utilisation des bâtiments. Et pour cela, il n'y a pas seulement le développement des énergies renouvelables, il y a bien sûr le fait de réduire au maximum les émissions qui sont liées à l'utilisation d'un bâtiment. Quand on parle des émissions carbone qui sont liées à l'utilisation d'un bâtiment, on rentre dans ce scope principalement l'énergie, que ce soit chauffage, climatisation, ventilation, etc., tous les systèmes. Également les déplacements des usagers de ces bâtiments. Et pour la ville, on peut raisonner de la même manière. Donc on en revient encore au sujet des mobilités décarbonées. Pour transporter un maximum de personnes en un minimum de temps et le plus loin possible, on a inventé des systèmes de transport en commun. Aujourd'hui, c'est ce qui fait la différence quand on est casablancais, par exemple, sur notre empreinte carbone. Lorsqu'on fait le calcul sur des calculettes en ligne, par exemple, on s'aperçoit qu'un casablancais, il émet en moyenne 9 tonnes de CO2 par personne par an, parce qu'il se déplace principalement en voiture ou motocyclette, etc., et que les parcours peuvent faire près d'une vingtaine de kilomètres dans le quotidien. Et lorsqu'on retire ce poste transport de la calculette et qu'on est par exemple piéton ou cycliste, ce qui n'est pas forcément une évidence ici, là on s'aperçoit qu'on peut descendre près des 2 tonnes. Donc encore une fois, je replace le sujet de la mobilité dans ces enjeux de la ville durable pour le Maroc. Et de la mobilité à toutes les échelles. Donc concernant les villes nouvelles, comme ça a été abordé, il faut pouvoir desservir ces villes nouvelles et après avoir un relais aussi pour les personnes. Ça a un impact social important, les mobilités. Il y a la politique de prix des transports en commun. Il y a aussi le fait de permettre à des personnes de se déplacer à moindre coût et notamment donc déployer les infrastructures, le caractère, la marchabilité sur les infrastructures, et également les mobilités, les autres mobilités actives que sont par exemple le vélo. Et bien sûr, tout ce qui va accompagner ça, comme les trottinettes, etc., qu'elles soient électriques ou non. Donc tout ça, en fait, contribue à décarboner les déplacements, donc à décarboner l'usage d'un bâtiment, quand on considère que ça fait partie du champ de comptabilité carbone, et également de la ville. Voilà. Donc quand on parle de marchabilité, je vais m'orienter principalement là-dessus, parce qu'après, on va parler notamment du projet Casa Enfa. Comment travailler à la marchabilité en ville et pourquoi? Donc le comment, on a des concepteurs qui savent le faire. On a encore quelques freins éventuellement au niveau des outils juridiques dont on peut disposer. Travailler sur les seuils, travailler sur des revêtements, sur la sensorialité du déplacement piéton, sur la sécurité, sur la sûreté, sur des repères et en faire quelque chose d'agréable. Marcher, c'est aussi être favorable à la santé de tous. Ces réflexions-là, elles ont été remises sur le devant de la scène. L'urbanisme favorable à la santé a été remis sur le devant de la scène avec le Covid. Donc il y a toute la partie nouvelle manière d'habiter, de vivre ces logements et du coup de les concevoir. Vous avez ce type de réflexion forcément. Mais également de pouvoir se déplacer de sorte qu'on maintienne une bonne santé. Donc là, on va penser aussi à la qualité de l'air, etc. Donc encore une fois, la marche fait partie de ces solutions ville durable. Et puis, donc la marche en tant que mode de déplacement fonctionnel et pas uniquement agrément, randonnée, etc. Et tout ça, ça met en valeur aussi les paysages urbains, auxquels œuvrent justement les concepteurs, les promoteurs et les aménageurs. Donc sur certains projets justement exemplaires que l'on a la chance d'accompagner, ce sont des enjeux qui sont intégrés par les maîtres d'ouvrage, qui sont relayés aussi pour accompagner les promoteurs dedans et également les usagers futurs. Allô ?
Merci Annie pour cette introduction. Alors, on va aller peut-être prendre l'exemple de Casa Enfa, en effet. On a parlé de mobilité, mais il y a d'autres aspects. Peut-être la qualité de l'air, mais il y a aussi les aménagements. Casa Enfa, aujourd'hui, s'inscrit dans un modèle de ville durable. Parmi les villes importantes, je dirais, en Afrique, de par la présence d'une place financière qui attire, je dirais, une population active assez importante. Mais vous n'avez pas oublié peut-être, bien sûr, toutes les tranches de la société, parce que vous avez des offres diverses et variées pour répondre aux besoins de toutes les tranches sociales de la société marocaine et casablancaise principalement. Alors, Mourad, je te pose la question. Les enjeux de la qualité d'usage dans l'espace urbain, comment se traduit et comment vous l'avez abordé dans la réflexion et la conception de Casa Enfa? Merci Zakaria, bonjour à tout le monde, merci à tous. Vaste sujet que la durabilité, notamment la durabilité au niveau de l'immobilier. S'il y a encore quelques années, effectivement, la durabilité, ça pouvait paraître un peu de l'accessoire, du gadget, parfois même de l'excès de zèle. C'est devenu très récemment vraiment un game changer. C'est ce qu'il faut pour se démarquer, se différencier, pour répondre aux nouveaux usages, nouveaux besoins, nouvelles attentes des usagers. Et là, c'est déjà en train de devenir, si ce n'est pas le cas, ça va l'arriver rapidement, c'est que ça devient carrément un must-have. Ça veut dire que demain, si un projet veut se développer dans des villes nouvelles ou dans des zones nouvelles, puisque Casa Enfa n'est pas une ville nouvelle au même titre que pourrait l'être Znata par exemple, mais c'est un beau bébé de quasiment 400 hectares en plein cœur urbain de la métropole casablancaise, métropole économique qui plus est. Et comme l'a dit Zakaria, qui accueille une pièce particulière, dans ce projet forcément je suis impliqué dessus depuis je crois 13 ans maintenant, donc tout est important et tout me tient à cœur, mais effectivement il y a une particulière avec le fait qu'il accueille une place financière avec de fortes attentes sur ce sujet. Aujourd'hui, on se rend compte, nous, en tant qu'aménageurs à l'Odin, l'entité filiale du groupe CDG qui est en charge du développement du projet Casa Enfa, qu'il y a une grosse attente, aussi bien de la part de nos clients directs, qui pour nous sont les promoteurs, puisque nous vendons, nous viabilisons et préparons des lots de terrain que nous mettons à disposition des développeurs qui, eux, vont développer différents programmes immobiliers, bien sûr basés sur un cahier des charges que l'ODA a arrêté, avec différentes prescriptions, notamment d'un point de vue environnemental et de développement durable. Tout ça pourquoi au final, on aura différents usagers, des habitants, des actifs qui travaillent dans les différents bureaux, pas que la place financière, il y en a un peu partout sur le projet. On aura des commerçants, on a des visiteurs de différents équipements, donc on a aussi bien des visiteurs d'espaces de détente comme notamment Enfa Park, que de visiteurs demain qui vont venir dans nos différents hôtels, dans nos cliniques, et puis nos petites têtes, nos petits enfants qui vont dans certaines de ces écoles-ci. Donc l'idée, c'est vraiment de rendre le quartier Casa Enfa le plus attrayant. Tout ça pour améliorer vraiment la qualité de vie des espaces, des usages. Je fais un bond par rapport à ce que disait Annie avant moi en termes de mobilité. On aurait pu mettre des voies un peu partout, mettre 4 voies qui partent, 4 qui reviennent, etc. On aurait peut-être eu l'impression d'avoir une circulation fluide, mais voilà, c'est un enjeu très compliqué la mobilité. Il faut essayer d'y répondre en offrant un service de transport, mais en même temps il faut penser la ville de demain. Pour penser la ville de demain, il faut vraiment revenir autant que faire se peut à la mobilité douce. Donc vraiment, quand il y a possibilité de marcher un petit peu, ça fait du bien à tout le monde. C'est pour ça qu'on on a prévu vraiment des trottoirs sur l'ensemble du projet qui sont assez généreux. On le verra après dans quelques exemples plus concrets, des exigences que nous on trouve correctes, que d'autres pourraient penser un peu trop strictes, mais pour nos exploitants, nos commerçants, etc., il y a des chartes à respecter, il y a des distances en termes d'occupation du domaine public. Il ne faudrait pas qu'on se retrouve comme ailleurs, sur la chaussée, parce qu'on ne peut marcher sur le trottoir à cause de telle ou telle terrasse qui profite un peu de son espace. Et puis rendre attractif le pôle urbain Casa Enfa,
tout en respectant les objectifs de développement durable dont parlait Annie tout à l'heure. Et pour ça, alors il y a vraiment beaucoup à dire, donc on ne pourra pas en une heure, mais voilà, le gros des sujets, des problématiques, des volets à traiter, c'est comment gérer ces déchets de manière la plus intelligente et la plus respectueuse de l'environnement. Donc il faudrait essayer de voir à la source comment essayer déjà de limiter la production de déchets. Il faut voir aussi au niveau des télécommunications, au niveau de la gestion des espaces verts. On donne la part généreuse sur le projet Casa-Enfa. On aura à terme 100 hectares d'espaces verts pour un projet de 360 hectares. Ce qui fait un bon tiers. Et puis pour un espace urbain, en comparaison, en benchmarkant des villes métropolitaines équivalentes, pas qu'au Maroc, même à l'international, on est dans les ratios des grandes villes économiques, c'est-à-dire 10 mètres carrés d'espace vert par habitant. Ce qui n'était pas le cas à Casa, mais le fait d'apporter sur 2-3 décennies le temps du développement du projet 100 hectares à terme, on va pouvoir modestement rehausser le niveau des espaces verts et donc de la qualité de vie de tous les usagers et bien sûr aussi des visiteurs. Ce n'est pas juste pour les gens qui résident ou travaillent à Casa-Enfa, mais pour tous les visiteurs des parcs et de ces jardins. Voilà, et puis alors pour les cas concrets, donc l'idée sur la mobilité, on s'est arrangé pour que initialement dans le plan du pôle urbain, on puisse avoir les lignes de tramway qui traversent le projet. Donc on a là actuellement la première ligne T1 du tramway développée par Casa Transport qui passe sur notre secteur 1, qui est le plus développé du projet, qui dessert 6 stations actuellement. Et puis voilà, demain pour les tracés, si demain les autorités décident de franchir le cap et de concrétiser la venue du RER, on a par exemple pré-réservé des passages pour le RER. Donc ça pour les transports en commun. Bien sûr, on a le Busway qui vient d'être développé aussi il y a un peu plus d'1 an, qui essaie de passer par le projet. Et puis on a prévu un peu moins d'une 40aine de kilomètres linéaires sur l'ensemble du projet en pistes cyclables. Et ce seront des vraies pistes cyclables dédiées, donc une allée, une retour, un espace trottoir piéton, stationnement, par la suite chaussée. On a mis pas mal, s'il faut que j'accélère, vous n'hésitez pas. Voilà, on retrouve les choses. Donc comme je disais, les fameuses prescriptions cahier des charges de nos promoteurs qui sont là pour assurer la mixité d'usage. Ce n'est pas une zone résidentielle où il n'y a que des logements, donc bureaux, commerces, équipements, hôtels, cliniques et autres espaces d'animation. On essaie de respecter au mieux les objectifs de développement durable. D'ailleurs, on est dans une démarche d'obtention de la certification HQE aménagement de l'ensemble du projet. Donc alors elle se fait sur plusieurs étapes. Il faut à chaque fois reconvaincre et réobtenir les différentes certifications au fur et à mesure des audits. Là, on a passé les 2 premières, on les a obtenues. Et donc là, on se prépare pour la suite. Donc on essaie de se certifier, de se convaincre nous-mêmes que ce qu'on a fait en termes d'aménagement est vraiment respectueux et va dans le sens du développement durable. On a mis pas mal de solutions. Alors on parlera peut-être après dans le détail, mais l'innovation, on ne peut pas l'éviter dans tout ce qui est optimisation. Donc forcément, on a essayé de rendre nos espaces verts pour tout ce qui est consommation énergétique, en eau, électricité, essayer de faire en sorte d'être le moins énergivore possible par tout un tas de fonctionnalités, de smart grid pour minimiser et rationaliser les consommations électricité. On essaie de faire du compostage, donc on a une unité sur place, on récupère tous les objets, tous les résidus de tonte et on en fait des fertilisants pour éviter aussi de se retrouver avec des fertilisants chimiques. Et puis on essaie de réfléchir aujourd'hui en partenariat avec la région, voir comment demain, avec la situation de stress hydrique qu'on connaît actuellement au Maroc, comment demain essayer pour nos espaces verts de réutiliser ce qui est réutilisable, à savoir les eaux usées de Casablanca, ou en tout cas du moins d'une partie, pour au moins l'arrosage, le nettoyage des espaces communs et autres, et ne plus avoir utilisé de l'eau qui aurait pu être potable. Pour la gestion des déchets, avec les prescriptions qu'on a auprès de nos développeurs, on essaye on exige au niveau aussi bien de leur conception initiale que pendant la phase travaux de chantier, qu'une fois exploité.
de faire en sorte que les compartiments et le type de benne à ordures qu'on attend d'eux puissent demain favoriser le tri sélectif pour qu'il puisse y avoir demain du recyclage. Alors pour l'instant, on a déjà fait appel en attendant d'avoir un montage global avec le reste de la ville à des sociétés privées qui viennent récupérer les déchets recyclés au niveau de certains de nos promoteurs sur la zone. Donc une petite situation provisoire en attendant de faire ça à plus grande échelle. Et puis bon, la mobilité, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de décarboner au maximum, avoir le moins de congestion, une fluidité du trafic, et qu'une personne qui vit à Casa Anfa, qui a la chance d'avoir son métier, par exemple sur la place financière, voir un enfant dans une de ces écoles, a priori devrait pouvoir, dans cette fameuse ville du quart d'heure, expression que tout le monde n'apprécie pas, mais en tout cas plus normalement, tout faire à pied. Voilà. Mourad, merci pour le partage de ces particularités et spécificités de Casa Anfa qu'on voit se développer. Aujourd'hui, il y a la première tranche, la première phase qui a été déjà lancée. Il y a encore des projets qui se construisent dans la première phase et la deuxième aussi qui est lancée. Il y en a encore d'autres phases à venir. On a encore du temps devant nous pour voir cette ville évoluer, se développer. Et je pense qu'il y a peut-être même des surprises. On verra ça dans les années à venir. Alors, je me tourne vers toi, Saifeddine Boudaya. Je vais peut-être présenter plus en détail. On a une présentation, je te laisserai la présenter. Mais la question, là, on a abordé la problématique d'une ville durable, des enjeux de qualité d'usage. On voit l'exemple de Casa Anfa. Et vous, Mediterranean Partners, Capital Partners, développe des projets dans ce sens. Donc, est-ce que tu peux partager avec nous quelques exemples concrets de vos projets qui s'inscrivent dans cette logique, philosophie, aux stratégies de ville durable et de Casa Anfa en particulier, si on reste dans le même secteur. Merci. Merci Zakaria, merci à tous d'être présents. C'est un plaisir de partager avec vous notre expérience, d'échanger, de répondre. Il y a tellement peu de cas et d'occasions de partager, donc il faut prendre ce moment avec beaucoup de plaisir. Alors avant de répondre à ta question, je dirais qu'il y a un point de vue. Qu'est-ce que la ville durable? Je dirais que on en parle beaucoup, effectivement, c'est un terme à la mode. Et avant de répondre à ta question, j'aimerais juste introduire pour arriver à la réponse. La ville durable, déjà, c'est pas ça. C'est tout le contraire. Cette photo parle par elle-même, je n'ai pas besoin de la commenter, mais on va comprendre. Pour resituer, en Europe, il y a des villes magnifiques comme Paris, qui a beaucoup travaillé, qui a fait un gros effort sur la mobilité, sur les espaces verts. Copenhague, qui est arrivé à réduire de 80% le CO2. Le déplacement en vélo qui est à niveau de 75%. On a Stockholm. Bon, les villes scandinaves, on sait tous, c'est des villes qui sont à un niveau très élevé en termes d'environnement et de durabilité. On a aussi Oslo. Ça, c'est quelque part les bons exemples européens vers lesquels il faut tendre pour répondre à qu'est-ce que la ville durable. Les plus et les moins, pour avoir une ville durable, il faut des espaces verts, il faut une qualité de l'air améliorée, des transports écologiques, une énergie propre et essayer de conserver au mieux et bien utiliser la gestion de l'eau. On vient d'en parler. Ce qu'il ne faut pas, c'est polluer l'atmosphère, avoir une émission de CO2 importante, avoir une empreinte carbone et une consommation d'énergie exagérée. Pour ça, il y a un concept de la ville durable qui est assez simple. C'est quelque part la conjugaison de plusieurs aspects, de plusieurs concepts, l'environnement, l'économie, le social et le culturel autour de la durabilité. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'environnement, l'idée c'est de préserver, améliorer, valoriser à long terme notre patrimoine environnemental. D'un côté, l'économie est liée parce qu'il faut bien faire travailler tout le monde, il faut des ressources. Donc il faut développer avec une croissance qui soit avec le plus de durabilité dans la production, donc avec une empreinte écologique réduite. D'autre part, on a le social, on est des humains, on travaille ensemble. Eh bien, ce social doit être satisfait parce qu'on est des humains et il faut essayer de répondre à nos besoins de manière équitable.
Enfin, l'aspect culturel, on est des humains, pas des ordinateurs, on a besoin d'avoir un lien entre nous et donc renforcer l'identité culturelle autour de cette durabilité. Et là, on voit qu'est-ce qui se dessine. Entre l'environnement et l'économie, il faut que ce soit une économie qui soit vivable. Entre le social et l'économie, on doit avoir de l'équité. Entre la culture et le social, on doit être viable. Et enfin, entre l'environnement et le culturel, on doit être responsable. Quelque part, le concept, il est là. Et je vais introduire au fur et à mesure des idées pour dire comment on pense un projet en amont. La qualité d'usage des espaces, c'est aussi un triangle que j'ai appelé le QUE, qualité d'usage et des espaces, qui ressemble un peu au fameux triangle qu'on connaît, le triangle de la qualité, dans lequel tourne autour, on a des occupants qu'on doit satisfaire, on a des espaces qu'on doit aménager, et on a des fonctions qui doivent être respectées dans une enveloppe, dans un bâtiment. Dans ce bâtiment, il y a des équipements techniques qui doivent répondre à un certain confort, à des besoins. On a une organisation humaine qui doit faire en sorte que tout ça fonctionne correctement, et le tout dans une enveloppe qui est le bâtiment. Alors ici, qu'est-ce qu'on doit retenir ? Il y a de l'intégration urbaine, on a de l'accessibilité. Quand je dis accessibilité, c'est l'accès à l'immeuble, les accessibilités à l'intérieur avec le PMR, les ascenseurs, le parking, le piéton. On a des agencements intérieurs qui doivent être qualitatifs et répondre aux besoins. On doit avoir de la lumière, on doit avoir une qualité de l'air et de l'acoustique et du thermique pour être confortable et pour répondre à des besoins de santé. Et enfin, des matériaux de qualité qui doivent être aussi avec le moins d'empreinte carbone. Ce confort doit être perçu, parce qu'en fait, on peut avoir de la qualité dans les espaces, mais on doit avoir aussi un ressenti qui doit être qualitatif, et on a tous un ressenti qui peut être différent par notre éducation, notre culture, nos origines. L'adaptabilité et la flexibilité de ces bâtiments doivent être pensées en amont, et bien sûr dans un cadre de sécurité. Alors, cette qualité d'usage et des espaces, quelque part, il y a comme une formule. Et cette formule, je dirais que c'est une adéquation entre, d'une part, un programme qui doit être défini par le maître d'ouvrage, communiqué à la maîtrise d'œuvre, à l'architecte, de manière à répondre à ça, à répondre donc à un usage et à un utilisateur. Donc en quelque sorte, programme sur usage doit être égal à 1 parce que ça doit être en phase. S'il y a un différentiel, c'est qu'il y a quelque chose qui manque, qui n'a pas été pensé, oublié, ou bien Covid est passé par là, un événement externe endogène qui fait que le temps passe, un projet, ça prend plusieurs années, et il y a des choses qui arrivent en cours de route qui sont difficilement appréciables à l'instant T. Alors, pour répondre à ta question, un exemple concret et comment on fait. Alors, nous, sur le projet, la zone de l'ODA, on a pensé à un projet de bureau post-Covid dans lequel on s'est dit on ne peut plus penser l'espace bureau et tertiaire comme avant, parce que le Covid est passé par là et ça a accéléré beaucoup de choses. Donc, on s'est dit on doit avoir des usagers qu'on ne connaît pas aujourd'hui, mais qui doivent être dans un cadre appréciable. Je dirais même qui est une vraie volonté de bien-être au travail. Puisque beaucoup d'entre nous ont travaillé pendant de longues périodes chez eux. Donc des fois, c'était des bonnes expériences, des fois, c'était des mauvaises. Mais l'idée, c'est de dire aujourd'hui, quand on doit retourner au bureau, on doit y retourner avec un certain plaisir. Au moins, en tout cas, pas l'inverse. Et donc, on a pensé tout de suite espace vert. Pouvoir entendre des oiseaux chanter, avoir de la verdure. Déjà, il y a un élément psychologique qui est déjà très important. En premier jour, une bonne qualité d'acoustique et de thermique. Encore une fois, l'accessibilité. L'accessibilité est essentielle dans des bureaux pour accéder à pied. Ici, dans ce projet, on peut accéder à pied par le jardin. On peut accéder facilement en voiture, naturellement, grâce à l'aménagement extérieur qui est qualitatif. Mais aussi la circulation dans le parking qui doit être bonne. Et aussi la circulation verticale. L'ascenseur est clé dans un immeuble de bureau. Enfin, il faut pouvoir piloter ça de manière intelligente pour pouvoir essayer d'économiser l'énergie avec une GTC. Et le tout pour avoir quelque part une garantie d'avoir un bon équilibre et respecter au mieux les exigences environnementales, on a choisi de faire une certification qui nous permet d'avoir un cadre et pas faire ce qu'on veut pour avoir quelque part un minimum normatif. Ça, c'est le premier exemple, c'est donc un parc. Ça, c'était une 3D qui aujourd'hui, en phase construction, ressemble un petit peu à ça. C'est une photo d'un mois, je crois, environ. Mais
comme quand on va au McDo, il y a la promesse du Big Mac, et ben, je veux voir le Big Mac en photo, je veux voir le manger. Bon, Big Mac n'est pas très healthy, mais aussi la promesse aussi à nos clients, à l'aménageur qui nous a fait confiance, de faire un projet qui est en phase avec ce qu'on a prévu en phase appel d'offres. Et entre l'appel d'offres et la réalisation, il n'y a quasiment rien qui n'a changé, voire amélioré sur l'aspect global. Un autre exemple, c'est un autre projet de bureau, mais qui est dans un environnement beaucoup plus urbain, qui est dans la zone de Abdelmoumen, l'ancien quartier des affaires, qui est quelque part, si on regarde bien, la continuité naturelle de Mohamed V, Hassan II, Abdelmoumen, et si on va jusqu'au bout, on traverse Oasis et on arrive à l'Oda. Donc l'Oda est la continuité presque naturelle de cette zone, de cet axe, qui ne va pas tout droit, qui tourne un petit peu, mais qui est un axe logique. Et ici, encore une fois, on a pensé les mêmes réflexes. Donc on a communiqué un programme à nos architectes, dans lequel, avec un environnement bien sûr plus urbain, d'avoir de la luminosité, avoir une qualité des matériaux, qualité de l'air, et tout ça aussi dans un cadre, encore une fois, de certification pour avoir un minimum. Mais ici, contrairement à l'Oda où on a un aménagement qui est unique à Casablanca, avec un espace vert, des routes, un espace qui est vraiment très qualitatif. Ici, dans une zone urbaine, et en fait, le travail est inverse. C'est comment on remplit, comment on comble des vides, des espaces, mais avec des projets qui répondent à un usage, à une qualité pour lequel on avait peut-être pensé que c'était fini. Mais dans chaque ville du monde, chaque grande ville, le cœur historique ne meurt jamais, il mute. Et donc, nous, on accompagne cette mutation urbaine avec des projets qui redonnent vie dans un autre cadre à des quartiers qui étaient peut-être dans une seconde phase. Donc, et là aussi, la photo qui démontre un peu où on en est. Voilà, c'est juste pour dire qu'aujourd'hui, on fait des projets avec une vraie volonté de durabilité, d'organisation pour répondre, parce que le temps passe vite et il faut aller de l'avant et se mettre à la hauteur des exigences internationales. Enfin, je pense que, ouais, la deuxième question, le reste. Parfait. Merci, Saif. Très bien. Donc, on a parlé tout à l'heure de la certification HQE de Casa Enfa, sur laquelle les premières phases sont réalisées. Saif vient de présenter deux projets de bâtiments. Un qui s'inscrit dans le projet Casa Enfa, comme tu disais, dans une zone neuve, pensée à travers un ancien aéroport Enfa. Donc on a de la place peut-être pour penser les choses. Je ne sais pas si c'est plus aisé que faire de l'acupuncture, comme expliquait Jafar, l'architecte, ce matin. Je vais me tourner vers toi, Annie. Pourquoi certifier? Pourquoi aujourd'hui un aménageur urbain fait le choix d'une certification? Je te reposerai la même question moi d'après. Et je te reposerai la même question pour le Edge. Et peut-être deux mots sur le Edge. Voilà. Annie? Merci. Pourquoi certifier? Comme Saifeddine l'a mentionné tout à l'heure, je crois que c'est très clair. Ça permet d'avoir un cadre dit normatif, en fait, d'avoir une méthode d'intervention pour faire en sorte que le projet, qu'il s'agisse du bâtiment, d'un morceau de ville ou d'une ville entière, s'inscrive vraiment dans la durabilité. Donc, qu'on tienne bien compte d'un ensemble d'enjeux et de thématiques. Souvent, ce sont des thématiques ou des exigences qui, généralement, il y en a une vingtaine, comme dans les labels étrangers. Où on va s'assurer en se posant des questions sur l'ensemble de ces thématiques qu'on a à peu près tout traité et que justement on devrait être dans cette démarche de durabilité, quelle que soit l'échelle d'intervention et quel que soit même le contexte. Là, on parle de contexte urbain, ça vaut aussi pour des contextes périphériques ou ruraux. Donc pourquoi certifier? Déjà, c'est apporter une méthode. Et quand j'entends finalement nos échanges actuels, ce besoin entre guillemets de certifier, je pense qu'il vient aussi de la recherche du modèle de ville durable marocaine. Finalement, on s'inspire de ce qui a été fait en Europe du Nord et en Europe depuis à peu près une vingtaine d'années. Et puis on regarde aussi ce qui se fait ailleurs, peut-être en Asie, etc. Et on est quand même dans une zone régionale où on a des influences
justement de ces différents pôles, avec des modèles urbains qui sont assez différents et des consommations, comment dire, des intensités de flux, que ce soit de matière, de personnes, etc. Donc des métabolismes urbains qui sont différents. Et mentalité et plein de choses. Donc je crois que la question qu'on se pose tous à l'heure actuelle, c'est de trouver justement ce modèle de ville durable marocaine, qui aujourd'hui s'inspire de ces modèles ou disons de ces influences qui viennent à la fois du nord de la Méditerranée, d'Asie, du Moyen-Orient. Donc là, il y a quelque chose à trouver. Donc pourquoi certifier? Déjà, avoir une méthode. Et puis ensuite, on a des enjeux de visibilité, de marketing, et aussi, surtout, d'attester de la qualité de la réflexion et des conceptions, et ensuite de la mise en œuvre dans ces cadres-là. Très bien, merci Annie. Mourad, pourquoi aujourd'hui l'ODAR a fait le choix de certifier HQ Aménagement son projet? Alors, se certifier aujourd'hui, que ce soit aménagement pour un projet comme le nôtre ou que ce soit une certification bâtiment pour différents promoteurs, comme j'avais dit, je crois, en introduction, on a passé la phase accessoring et gadget, mais l'idée, c'est que c'est vraiment, aujourd'hui, c'est un gage, c'est vraiment une garantie que tel immeuble ou que tel aménagement d'un projet comme Casa Anfa a été fait dans les règles de l'art en respectant vraiment au mieux les principes de développement durable. Alors, on ne peut pas parler carrément des 17 ou 19 ODD, mais en tout cas, puisqu'il y en a qui ne sont pas liés à l'aménagement urbain, mais en tout cas respecter, il y en a une bonne douzaine qui concernent la vie urbaine. Aujourd'hui, on ne peut pas faire abstraction de la situation environnementale et sociétale. On ne peut plus faire semblant de ne pas voir qu'on est vraiment en train de puiser outre mesure dans nos richesses naturelles. Donc l'idée, c'est on a la possibilité aujourd'hui, notamment grâce à l'innovation, de trouver des petites solutions qui permettent de réduire ces dépenses. Donc ça va par l'isolation thermique des bâtiments. On a un règlement thermique aujourd'hui, je crois, au Maroc depuis 2016 ou 2017, qui prend en compte un certain nombre d'exigences qui font, si elles ne sont pas respectées, les autorisations de construire ne sont pas délivrées. Donc ça, c'est pour vraiment assurer qu'il y a quand même une base, qu'on n'ait pas des immeubles passoires où la chaleur est perdue et le froid également. L'idée, c'est vraiment d'isoler au mieux pour faire en sorte qu'on consomme moins d'énergie électrique ou même l'énergie en eau. Et puis pour l'aménagement, dans notre cas, si on est parti dans cette démarche d'aménagement durable, c'était vraiment pour nous assurer, par une certification, que ce qu'on fait va dans le bon sens. On aurait pu faire peut-être d'autres actions qui finalement auraient été des coups d'épée dans l'eau, on aurait travaillé seul dans notre coin et en fait on serait peut-être éparpillé. L'idée c'était vraiment de prendre, comme tu disais, quelque chose de normalisé et de le suivre. Et en tant qu'aménageur, il allait de soi que c'était une certification en aménagement durable. On a fait des études pour voir laquelle était la plus adaptée et il s'est avéré que c'était mieux de passer par une haute qualité environnementale en aménagement. Et puis pour nos développeurs, on n'exige pas d'eux qu'ils soient certifiés. Mais quand on regarde la liste d'exigences qu'on a au niveau de leur cahier des charges, au final, il reste très peu à faire pour obtenir une certification. Le gros du travail, ils l'ont fait. C'est pour ça, la plupart d'entre eux, si ce n'est tous, sont partis d'eux-mêmes chercher une certification, comme notre confrère Saifeddin. Donc il y a des certifications LEED, bâtiment, Gold, HQE, etc. Donc, alors, vous avez répondu à la question, je vais dire la même chose. La seule chose qu'il faut que je rappelle, c'est que le Maroc est dans un cadre international. On a eu la COP 21, dans laquelle on s'est inscrit, 22, pardon, dans laquelle on s'est inscrit. On a un mouvement qui est clair, qui est aussi de la responsabilité de tous, en tant qu'individu, en tant qu'entreprise, de participer à ce mouvement pour le bien commun, pour notre génération, les futures générations. Clairement, il y a un enjeu climatique qui n'est plus approuvé et chacun doit, de son côté, participer à ça. Donc, nous, en tant que développeurs, il a été clair qu'il était important de le faire. Alors, la certification EDGE est quelque chose qui s'adapte très bien au tertiaire et aussi au marché émergent.
il faut dire ce qui est. Il a été fait par l'IFC pour des zones comme l'Afrique, les pays émergents, donc très bien adapté. Simple aussi, parce que c'est le process aussi, il ne faut pas que ce soit quelque chose de rébarbatif et compliqué. Donc nous, on l'a fait sur nos 2 projets bureaux. Ça nous aide à avoir un cadre et à avoir un minimum d'exigences pour répondre à ces besoins. Donc aujourd'hui, c'est la principale raison. Et je pense qu'aujourd'hui, dans un site comme l'ODA ou comme Zenata, il serait dommage de ne pas se mettre à la hauteur du projet et de participer ensemble pour donner l'exemple aux autres. Même s'il n'y a pas d'obligation, en tant que responsable, il est bon pour nos usagers, pour les utilisateurs, pour l'environnement de le faire. Voilà. Merci Saïf, merci pour vos réponses. Donc, je rappelle que demain matin, il y a une conférence notamment avec des représentants de Zenata. Donc soyez au rendez-vous. Je passe le micro au public si vous avez des questions. Sur la première question qui est difficile, après, voilà. Madame, vous vous présentez et vous posez votre question, s'il vous plaît. Vérifiez s'il est allumé. Non. Le micro. Bonjour à tous, je vous remercie pour cette thématique très intéressante. Alors, c'est ma 2e participation à l'Imotech. J'ai été là l'année dernière et bon, ce qu'on ressent, évidemment, c'est que c'est les mêmes sujets qui reviennent et c'est tout à fait normal. On s'inscrit tous aujourd'hui dans le cadre du développement durable et donc c'est très bien. Bon, les investisseurs comme les développeurs aujourd'hui sont très, très avertis sur ce sujet. Il y a énormément d'efforts qui ont été consentis dans ce sens, on le voit. Mais aujourd'hui, la grande question qui se pose, c'est comment sensibiliser l'utilisateur final à s'inscrire également dans cette démarche. C'est-à-dire que dès lors qu'on parle d'un projet qui s'inscrit dans le développement durable, on parle de prix de vente plus élevés et donc l'acquéreur ou l'utilisateur final est frileux par rapport à ça. Il se dit, bon, je vais payer mon appartement plus cher ou je vais louer mon bureau plus cher pour essayer d'avoir une réduction sur ma facture électrique. Donc voilà, donc aujourd'hui, bon, on a parlé d'exemples de villes européennes où la culture de l'européen ne s'inscrit pas forcément avec la culture du marocain. Donc aujourd'hui, comment sensibiliser le Marocain à s'inscrire dans cette démarche? Enfin, c'est une question ouverte, c'est mon avis sur le sujet. Je ne sais pas comment on peut y répondre concrètement. Mais... on va essayer de répondre. Mourad, tu peux répondre? Bonjour, merci pour cette question. Il y a 2 ou 3 parties, je vais essayer de ne pas oublier. Pour l'usager, effectivement, nous tous, hein, on en fait partie. Effectivement, il y a des petits gestes auxquels il faut, dorénavant, ce n'est pas déjà le cas, à s'habituer dans la vie de tous les jours. Voilà, on n'est pas obligé de laver sa voiture autant de fois qu'on le fait, on fait attention comment, les lumières, etc. Maintenant, pour sensibiliser les usagers, effectivement, il faut faire des campagnes. On a commencé, alors même les collègues de Zenata qui seront là du coup demain matin, on fait un peu régulièrement pour nos usagers, donc les premiers résidents qu'on a au niveau de Casa Anfa, ou des actifs de bureau et des visiteurs, on essaye un peu de les sensibiliser. Donc on a des campagnes où je crois 2 fois par an, on réunit un peu les personnes, on fait des petits rappels, si je peux me permettre. Et puis avec des choses simples, c'est-à-dire qu'on essaie souvent le message passe mieux par les enfants. C'est-à-dire qu'on essaie, par exemple, avec toutes les écoles qu'on a dans le projet ou limitrophes, de créer des petites relations avec l'aménageur qui est ODA, en faisant, par exemple, alors ça, c'est une idée qu'on va essayer de lancer, faire en sorte que les enfants puissent venir planter un petit arbuste qui portera peut-être, qui sait, leur prénom, et qui reviendront voir 20 ans plus tard avec leurs enfants ou autres, et qui, voilà, tu sais, ça, il y a 25 ans, c'est maman qui l'a planté, ou c'est papa qui l'a planté, et comme ça, voilà, on essaye de faire en sorte par exemple, pour le parc, c'est un équipement public, il faut vraiment que les personnes se l'approprient. Alors, je sais, quand on l'a ouvert, c'était les premières ouvertures Covid, on avait le droit de sortir 3 mois, on rentrait, etc. C'était pas plus mal, ça nous a permis de jauger un peu comment ça allait se passer.
puisque ouvert au public et gratuit, fait qu'on est obligé d'accepter tout le monde. Et pour s'assurer que le parc soit à la hauteur de ce qu'attendaient nos visiteurs et qu'il le reste, on avait quelques petites réglementations à essayer de faire accepter. Alors au début, il fallait une petite présence physique. Il y avait peut-être beaucoup plus de gardiens les premiers jours qu'aujourd'hui, 3 ans après son ouverture. Mais l'idée, voilà, c'est de rappeler petit à petit, de manière voilà, très humble, ça concerne tout le monde, personne n'est à sortir du lot, d'essayer de rappeler ça. Alors vous avez fait la corrélation par rapport, je crois, au prix. Est-ce que faire du durable va coûter plus cher, etc. Si je peux me permettre la comparaison, c'était un peu comme avant, on avait nos petites ampoules, je crois que c'était 5 ou 6 dirhams, je crois, l'unité de mémoire, et qu'on a commencé à nous vendre le concept de la petite ampoule LED, qui effectivement coûtait un peu plus cher, peut-être même beaucoup plus cher, mais qui au final durait beaucoup plus longtemps et économisait plus. Alors heureusement, les appartements ne sont pas 4-5 fois plus chers qu'un appartement non durable. Je crois qu'on peut estimer à entre 15 et peut-être 20% de plus qu'un appartement, qu'un immeuble qui aurait été construit plus que 20%? Non, moins. Voilà. Juste une parenthèse, globalement, c'est pas la durabilité qui fait la différence de prix, enfin en tout cas dans les critères qu'on a abordés, c'est vraiment le prix du foncier. Le prix du foncier et après éventuellement répercuter coût de la construction, mais faire un bâtiment, on va dire, durable et certifié ne revient pas forcément plus cher. Ce qui est le premier critère de différenciation au niveau des prix, c'est vraiment initialement le foncier. Merci Annie. Je pense qu'on a des indicateurs et ce matin il y avait la présidente du Morocco Green Building Council MGBC qui a un observatoire sur les projets durables qui sont développés au Maroc et peut-être même des études sur le surcoût. Safe a toujours quelque chose dans les poches qui peut, même pour les situations qui sont prévues, les questions qu'on n'avait pas pensées. Donc je pense que tu as une partie pour cette question de qualité d'usage et confort qui est aussi un élément à travers lequel on peut sensibiliser l'acquéreur. Quand vous démontrez à travers des projets pilotes ou des ateliers ou des maquettes réelles, tangibles, qu'on a une bonne isolation acoustique, qu'on a une économie d'eau, en ouvrant le robinet, en montrant à la personne avant qu'il achète le bien. On a eu cet exercice sur Casa Enfa avec un promoteur. Ça fait partie de la campagne de sensibilisation. Et je pense, Safe, peut-être tu as quelque chose à nous présenter aussi dans ce sens. Je te laisse le présenter. Alors, je vais essayer de répondre à la question. Alors moi, je vais dire les choses de manière différente. Comme toujours, je vais prendre l'exemple du feu rouge. À Casablanca, le feu rouge, si vous vous mettez devant un feu rouge et vous regardez qui grille les feux rouges. Plein de personnes. S'il y a un policier, il y a moins de feux rouges grillés. C'est factuel, c'est clair. Donc, pour répondre à la question, je dirais qu'il y a effectivement un sujet de sensibilisation, d'éducation depuis le plus jeune âge. Et malheureusement, il faut, je pense, un cadre législatif et répressif qui permet de cadrer. Il faut les deux. Si on laisse ouvert, c'est comme on veut. Ben non. Si on veut évoluer, si on veut pousser, il faut un cadre peut-être qui le permette et qui l'oblige et qui soit aussi contrôlé. Ça aura un coût, mais on tirera les choses vers le haut. Pour répondre à la question du coût, je ne dirais pas que le choix d'avoir un immeuble, un projet durable n'a pas de surcoût. Oui. Effectivement, le foncier est la part la plus importante et une variable d'ajustement qui est importante. Mais si on est dans un secteur qualitatif d'un certain niveau, ben, le prix est plus ou moins identique pour tout le monde parce que tout le monde fait la même chose. Donc, comparons le comparable. Un projet à l'ODA, le ratio de mètres carrés est comparable en fonction que ce soit conventionné ou pas, mais il est comparable. Maintenant, on part du centre de l'ODA, on va à Znata, c'est autre chose, le foncier n'est pas le même prix. Donc je dirais juste, oui, ça a un impact, mais il est négligeable et il correspond à la qualité et au confort qu'on souhaite. Donc l'utilisateur final, à la fin, il veut un projet plus qualitatif. Meilleure isolation thermique, meilleure isolation acoustique,
et une meilleure visibilité. Donc, il est prêt à le payer. Il faut juste que la promesse soit tenue. C'était pour répondre à votre question. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et si je peux me permettre, il y a aussi donc ce petit surplus. Au final, dans les dépenses de fonctionnement à long terme, on s'y retrouve, puisqu'on est dans des bâtiments moins énergivores et autres. Donc sur un business plan à long terme, je n'irai pas jusqu'à me dire que c'est peut-être plus rentable, mais en tout cas, c'est un pari gagnant. On ne devrait pas être à perte. C'est vrai. Alors, pour répondre, 3 minutes ? Ok, je vais faire vite. Alors, ici, on voulait... alors, tac. Voilà. Donc la question, c'était comment aborder la notion de qualité, d'usage et confort dans l'espace de travail. Ici, je dirais que, de manière très simple, dans tout le processus de développement d'un projet, depuis son initiation, son choix du foncier, jusqu'à sa livraison et son exploitation, on doit y penser au fur et à mesure parce que c'est bien beau de penser, d'imaginer, de programmer. Il faut le concevoir, vérifier que la conception correspond aux besoins et que la réalisation aussi. Et en fin de compte, pendant l'exploitation, faire en sorte qu'on arrive à avoir cette qualité durant toute la phase d'exploitation. Et bien sûr, avec l'ensemble des parties prenantes, l'architecte, l'ensemble des équipes. Ensuite, ce qu'il faut dire, c'est que pour arriver à un bâtiment, un immeuble qui soit, qu'on appelle confortable, avec une bonne qualité des espaces, voilà, il y a quelques règles qu'on applique, et c'est ces points-là sur lesquels on pense et qu'on construit un programme de façon à ce que le concepteur et l'architecte puissent y répondre. Donc, la qualité d'usage, c'est une localisation qui est adéquate à l'usage, parce que je commence par ça, parce que dans notre métier, location, c'est la base. Mais ensuite, il y a la notion de bien-être. Et cette bien-être des utilisateurs passe par des choses qui sont aujourd'hui essentielles, comme les espaces verts, des espaces communs, confortable avec des équipements qui répondent aux besoins. L'accessibilité, je reviens, le transport public, la proximité, l'accès autoroutier, les ascenseurs, le parking, je vous l'ai dit tout à l'heure, pouvoir aller au travail à pied, ce que permet l'ODA, parce qu'aujourd'hui, on a cette mixité avec le dernier quart d'heure, on habite à côté, on peut aller à pied, on laisse la voiture, et c'est quelque chose qui doit être développé dans l'aménagement de manière beaucoup plus importante, mais pour ça, il faut de l'espace. L'ODA l'a permis, Zenata le permet, le centre-ville, c'est autre chose, mais aujourd'hui, centre-ville, on a des bureaux, il y a la mixité, il y a d'autres problèmes, mais il existe déjà un peu. Je parlais des ascenseurs, qui est essentiel dans la qualité de l'usage et du confort, parce que si on a un bel immeuble avec des beaux espaces, mais on attend 1 minute 50 pour attendre l'ascenseur, ça ne marche pas. Donc ici, réussir à avoir un temps d'attente en pointe à moins de 30 secondes, c'est ce qui est recherché. Une hauteur, une volumétrie autour de 3,20 m brut pour avoir un sentiment, un volume, un bon brassage de l'air également. Des planchers techniques pour les bureaux pour avoir de la flexibilité, une luminosité importante dans le premier jour, à au moins 80%, ce qui nécessite aussi des fenêtres d'une certaine taille, une belle exposition. Le confort acoustique et thermique, on en a parlé, essentiel. La flexibilité, la modularité des espaces, parce qu'aujourd'hui, quand on fait des bureaux, surtout aujourd'hui le modèle c'est la location, faut que ça puisse bouger, pas besoin de casser des cloisons. Casser des cloisons, c'est pas écologique parce qu'on casse, on ne le réutilise pas. Donc aller vers de la flexibilité avec des cloisons légères, amovibles, même si aujourd'hui dans la mentalité, une cloison amovible, on se dit oui, c'est pas solide, mais c'est flexible. Et aujourd'hui, on a du BA13 dur qui permet d'avoir ce sentiment de durabilité. Et en fin de compte, l'adéquation parfaite entre un aménagement commun et les usages. Donc aujourd'hui, je donne un exemple, on est au Maroc, on a des habitudes. Les gens vont faire la prière 5 fois par jour. Donc une salle de prière, ce n'est pas une salle de réunion. Avoir des sanitaires dans le couloir, ce n'est pas adapté à nos habitudes. Et ça, c'est important d'adapter un modèle qui est à un autre niveau à l'Occident, en Occident, de l'adapter à nos contraintes et à notre culture. Et trouver notre modèle de développement durable et d'usage. Et pas prendre les autres. L'anticipation aussi des besoins en phase d'exploitation qui est clé. Parce que quand on développe et qu'on n'a pas la notion de gestion de l'actif pendant la durée de vie, on peut faire des erreurs. On peut avoir des locaux poubelles trop petits, qui ne correspondent pas aux besoins, pas penser à la personne qui va pousser le conteneur parce que les gens de la collecte ne descendent pas dans le parking. Bon, des choses comme ça qui fait que comment on va nettoyer une façade de bureau si elle est vitrée. Voilà,
anticiper, ça participe également au développement durable. Parce qu'on prévoit, et donc au lieu d'avoir une équipe qui va se déplacer je ne sais pas d'où avec du matériel, je l'ai déjà prévu sur place, c'est peut-être moins de déplacements aussi. Et en définitive aussi, la qualité permet aussi, par la gestion en phase de livraison et de vie, documentaire. Combien de projets aujourd'hui, on ne retrouve pas les plans, on ne trouve pas la documentation, on ne sait pas ce qui se passe, et donc on utilise mal l'actif parce qu'on n'a pas les infos. Aujourd'hui, quand vous achetez une voiture, vous avez un cas d'entretien, vous avez une encyclopédie sur la voiture, comment elle fonctionne. Pareil pour un appartement, un immeuble, pour bien l'exploiter, bien le gérer, suivant ce qui a été pensé, et pas faire d'erreurs qui pourraient être contraires avec l'usage et comment il a été pensé. Et enfin, je finirai par ça, qui est plus de la qualité perçue, visuelle, dans un immeuble, une entrée, une façade qui participe aussi à ce confort, ce sentiment de qualité de l'actif, parce que aller au bureau, aller à la maison, participe de cette qualité des communs. Voilà. Merci beaucoup, Saif. C'est un bon résumé pour clôturer. Donc, les studios pour un bien ou un espace de qualité. Merci Annie, merci Mourad, merci au public. On arrive à la fin de notre conférence. On a peut-être pris quelques minutes de temps de plus. Donc les conférences continuent. Demain, quatre conférences encore autour de la construction durable, la finance verte, la taxe carbone et les solutions d'efficacité énergétique pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Merci et à demain.